ça les touche énormément et à la fois ils en ont très peu conscience pour la plupart. Les créateurs perdent 100 000 abonnés à cause d'une crise. Je suis bon en communication puisque je communique à mon audience, sauf que c'est pas complètement vrai. La réputation c'était ultra important. McFly et Carlitos, s'ils avaient fait une vraie veille réputationnelle, leur pause, ils s'en seraient rendus compte bien avant. Adam, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Waouh. La première question pour bien te mettre dans le bain, que ce soit un peu dur, c'est comment te présentes-tu? Waouh. Bah là en ce moment en plus c'est pas mal mouvant parce que je suis dans une période de transition dans ma vie. Ce que je dis tout le temps c'est qu'avant je me présentais d'abord comme étudiant pour faire plaisir à mon père. Au cas où il tombe sur l'interview, je me dis j'ai pas envie qu'il fasse un AVC ou quoi. Non, aujourd'hui et notamment dans ce podcast, ça serait plus logique que je me présente comme créateur de contenu parce que je suis créateur de contenu. Et sinon en règle générale consultant en communication et avant ça étudiant quoi. T'as fini quand les études? Il y a 2 mois et demi je crois. 2 mois. Ouais, c'est pour ça. Félicitations. Ouais, exactement. Merci. Papa de Adam, il va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est un vrai métier. Il fait des trucs cool et tout va bien. J'ai un vrai diplôme, quoi. C'est ça, trop bien. Est-ce que tu te souviens de tes débuts sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je vais faire ma phrase de vieux con. Moi, je t'ai connu. Tu étais haut comme ça. Tu n'étais qu'un enfant. Et est-ce que tu te souviens de quand tu as commencé et pourquoi tu as commencé, pourquoi tu t'es lancé, à quoi ça ressemblait un peu? Carrément, je me suis lancé en primaire. Ouais. Donc j'étais en CM2. Je crois que c'est illégal techniquement, mais bon. À l'époque, je crois que c'était même pas encore. Je crois qu'il y avait même pas encore la règle de moins de 13 ans. Je crois qu'elle était même pas encore sur YouTube. C'est pour dire à quel point. Et je crois que justement, au moment où elle est passée, j'ai eu à peu près 13 ans. Donc c'était à peu près cette période-là, 2013-2014. J'étais. T'as fait le coup du service militaire, la JAPD en mode non mais regardez, à 2 mois près, je les ai les 13 ans. Si vous attendez un peu, Exactement, non. Et donc je me suis lancé d'abord avec des potes parce qu'on était fans du Palma Show. Ouais. Et de Very Bad Blague. Et du coup, on faisait des parodies de Very Good Blague. Moi, je filmais ça avec la caméra qui traînait chez moi. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas les mettre sur Internet, quoi. Parce que je commençais à suivre aussi les Cyprien, les Norman, etc. Toute cette génération émergente. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé vraiment en créant une chaîne YouTube, qui est encore d'ailleurs cette chaîne YouTube, quoi. Et donc, à 11 ans, tu te lances dans l'étude sociologique du décryptage des médias, de la pop culture. Non, justement, et c'est là aussi où mon parcours a été très particulier, c'est que pendant 6 ans, j'ai fait plein de trucs différents sur ma chaîne YouTube. Je me suis beaucoup, entre guillemets, cherché avant de tomber sur l'étude sociologique de pop culture. Et donc, ça a commencé donc par ça. Ensuite, on a fait aussi une parodie de la web-série Le Visiteur du Futur avec mes potes. Donc qu'on adorait, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et ensuite, j'ai continué les vidéos moi tout seul. Mais même à ce moment-là, j'ai commencé par faire, encore une fois, des reprises de youtubeurs. Donc j'avais repris What the Cut, par exemple. J'avais repris les analyses de Seb. Et ensuite, j'ai fait plein de contenu, lifestyle, un peu tout et n'importe quoi. Et puis à un moment, j'ai bifurqué vers ce que je fais aujourd'hui. Et pourquoi YouTube à l'époque? Parce que c'était une évidence, parce qu'à l'époque, à l'époque dont tu me parles, il y avait peut-être encore un peu Dailymotion. Un peu, oui, mais très peu. Mais YouTube avait déjà été racheté par Google. C'était quand même déjà the place to be. Donc en fait, non, j'avoue, je me suis même pas posé la question. J'ai aussi connu effectivement le début de Dailymotion. Même il y en avait un qui s'appelait pas Wave ou Waze, qui était violet là. Oui, je vois très bien. Je vois le logo. Exactement. Qui avait été pas racheté par TF1. C'était pas Watt TV, un truc comme ça, je crois. Comme ça, ouais. Et putain, je vois le logo et je vois le. Mais ça n'avait pas été racheté par TF1. Si, je crois. Mais donc tout ça pour dire que YouTube, c'était un peu l'évidence pour moi. C'était là où il y avait les créateurs que je suivais, et donc je me dis bah pourquoi pas. Et surtout, c'était facile en fait. C'est-à-dire que je me suis créé mon compte en 2 secondes, j'ai pu publier une vidéo. On me demandait rien, quoi. Ouais, c'est ça. Même pas ton âge. Non, pas mon âge. Trop bien, quoi. Et à quel moment tu as basculé dans le côté obscur du tiens, je vais un peu essayer de comprendre, prendre un pas en arrière et décrypter un peu, voir ce qui se passe, comment, pourquoi, tout ça. En fait, mine de rien, très tôt, ça m'a très tôt intéressé. Après, je pense que c'est lié à mon environnement social. Ma mère, elle est psy, mon père, il est producteur. Donc en fait, quand tu fais le mélange des deux... C'est drôle en fait. Bah ouais, mais c'est vraiment ça. Décrypté. Bah en fait, ma mère est psy, mon père est producteur. D'accord. C'est ça. Okay. Genre j'étais un peu destiné à ça. Je crois que je pouvais faire ce que je voulais. À un moment, j'allais finir là-dessus. Non, moi en fait, c'est aussi que le monde de YouTube m'a du coup toujours intéressé parce que j'ai fait partie de cette première génération à vraiment avoir grandi avec les figures d'Internet. C'est-à-dire que j'ai jamais connu le monde sans Internet, même sans les réseaux sociaux en fait. Ouais. À partir du moment où j'ai eu l'âge d'avoir les réseaux sociaux, les réseaux sociaux existaient, quoi. J'ai été cette première génération, donc ça m'a toujours un peu intéressé de comprendre, etc. Et en plus, à l'époque, j'allais beaucoup au YouTube Space, paix à son âme, et... C'est clair. Une minute de silence.
Et non, et j'y allais beaucoup. Et d'ailleurs, je me souviens que même pour le YouTube Space, j'étais trop jeune parce que vu que j'avais moins de 16 ou 18 ans, je devais faire signer à chaque venue. Je crois même que j'ai croisé ton père plusieurs fois pour le coup. C'est possible. J'ai pas de conneries. Une ou deux fois, il t'avait amené, il avait signé des trucs et pour tout. les soirées. Cherchait, et même pour les workshops en journée, j'avais séché des cours pour venir à des workshops. Maintenant que j'ai fini mes études, je peux le dire. À la fin, ce que je faisais, c'est que j'en avais imprimé genre 15 des papiers et j'avais fait signer 15 à la suite à mes parents en mode sinon ça va être relou en fait. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer plein de créateurs, de discuter avec plein de créateurs et du coup de réfléchir un peu plus stratégiquement à ok, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo YouTube fonctionne, qu'est-ce qui fait que ce truc là fonctionne, etc. Et donc j'avais fait très vite un concept qui je sais plus comment il s'appelait mais qui parlait des dessous de YouTube en gros, que j'avais d'ailleurs tourné une ou deux vidéos là-bas au YouTube Space et donc c'est comme ça ensuite que j'ai commencé à parler de ça. Et du coup, alors le fait, hormis la petite influence de tes parents les influenceurs d'ailleurs, si je peux me permettre, ils apprécieront. Non, mais est-ce que dans la poursuite de tes études, est-ce que tu penses que ça a influé du coup d'avoir suivi un peu tous ces cours, d'avoir commencé à bosser dans ce milieu, de dire tiens, quelles études je pourrais faire? Est-ce que tu avais déjà cette idée ou c'est un peu un hasard de t'être retrouvé? Ça arrivait un peu en même temps en fait. C'est-à-dire que moi c'est des choses qui m'intéressaient, la communication, tout ça. À la base, je voulais même faire de la propriété intellectuelle, donc du droit en propriété intellectuelle. Puis je me suis penché sur les études de droit et j'ai dit c'est un peu chiant quand même. Il y a peut-être d'autres alternatives quoi. Et donc non en fait ça s'est vraiment fait ensemble et c'est ce que là j'ai tourné une FAQ il y a pas longtemps qui va sortir où je le dis que effectivement mes études et YouTube se sont toujours entrecroisés et d'ailleurs on peut suivre l'évolution de mes études en fonction de mes vidéos YouTube. C'est ça, genre en 2018 on voit que je cite tous les philosophes qu'on voit en philo pour le bac de philo. Ensuite j'étais en histoire Sciences Po donc on voit que je commence à citer des trucs universitaires et là j'ai fini en communication donc on voit que je suis très intéressé par les théories de la communication donc on voit l'évolution et je trouve ça marrant et les deux se sont nourris parce qu'inversement je me suis servi de vidéos YouTube pour rendre des devoirs quoi. T'as mangé du Cyrus, t'as mangé de l'anti-sèche toi j'ai l'impression. J'ai mangé de l'anti-sèche, et même les bons profs en fait. Par exemple, et c'est ce que j'ai toujours dit et j'ai toujours défendu un peu les réseaux sociaux et même Internet de manière générale parce que moi je me suis construit de fou grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 80% des choses que je sais aujourd'hui. En fait, je le sais parce que je l'ai lu sur Internet, j'ai appris sur Internet, j'ai appris à sourcer sur Internet, j'ai appris plein de choses. Et même mes cours, effectivement, je les approfondissais sur Internet. Ma méthode de révision pour le bac et même de manière générale au lycée, c'était je jouais à la Play et il y avait des vidéos YouTube en fond de mes cours qui tournaient et qui du coup m'aidaient à réfléchir sur ces sujets, quoi. C'est-à-dire que du coup, là, tu le disais, tu as fait un peu en autodidacte tout ce qui était création de contenu vidéo, donc montage vidéo, réal, etc. Même écriture de script, tu as tout fait en mode petit à petit des tutos à droite à gauche, vraiment 100%. C'est ce que je dis toujours quand je me suis lancé. J'ai ouvert, d'abord je commençais sur iMovie, ensuite sur Final Cut, et ça c'est le truc bête, c'est ok, je veux couper la vidéo, j'ouvre YouTube, comment couper une vidéo sur iMovie? Et ça pour toutes les étapes, et x10 et x15, et pareil sur les miniatures, pareil même sur techniquement l'écriture de script, et donc tout ça, ça a fait que effectivement pour le coup j'ai été full autodidacte, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais été dans une école à ce niveau-là, quoi. Et ça, maintenant ça va être ChatGPT. Ok, et du coup, donc à partir de là, tu continues les études avec une finalité derrière, ou est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit tiens, la création de contenu finalement, est-ce que tu n'as jamais cherché à en faire un métier, si je dis non. Pas de bêtises, non c'est ça, jamais en fait, parce que j'ai commencé en fait à 12 ans et 11 ans et qu'en fait au moment où je commence à 11 ans je me dis pas ok alors j'ai un business plan, je vais construire ma chaîne YouTube en tunnel de conversion et monétiser, faire des goodies. Exactement. Donc non mais tu pourrais le décider aujourd'hui. C'est ça, mais ce que je veux dire c'est que ma perspective elle a pas changé et la place de YouTube dans ma vie elle a pas changé en fait depuis. C'est-à-dire que ça prend peut-être un peu plus de temps, mais la place que je lui accorde c'est la place d'un hobby et d'une passion. Et moi je fais toujours la comparaison avec le foot. J'adore le foot, je regarde plein de matchs de foot, je vais jouer au foot tous les week-ends avec des potes, je suis inscrit dans un club en loisir, j'adore ça, mais si demain on me propose de devenir footballeur professionnel, genre en national, de gagner 1500, 2000 euros par mois et d'aller faire le tour de la France, etc., de jouer tous les week-ends, d'avoir 4 entraînements par semaine, je sais pas si je dirais oui. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font et c'est très fort, mais je sais pas si en fait, je pense qu'au bout d'un moment, ça me dégoûterait quasiment du foot, quoi. Là, ce que j'aime bien, c'est que j'y vais le samedi, je joue, si jamais je fais pas un bon match, c'est pas grave, je pense à autre chose dans la semaine et j'essaierai de faire mieux. Et c'est pareil pour YouTube. Si je fais ma vidéo, si jamais elle marche pas,
bah c'est dommage, j'ai travaillé Ouais, t'as dessus. passé du temps, mais c'est pas, ça met pas en Ouais. péril qu'est-ce que tu vas manger ce soir Exactement, sur la ou mon table, quoi. quotidien. Et Ouais. du coup, le lendemain, bah, je vais au bureau quand j'ai un travail Ouais. ou je vais à la fac et ma vie, elle continue comme avant et j'aime bien. Ça me permet d'avoir un équilibre parce que je sais que sinon, je serais, enfin, ça me rendrait complètement fou, quoi. Non, mais c'est ça comme Ouais. vision. Bah, c'est sûr que c'est le problème que rencontrent aussi certaines, je pense, dans la création, c'est que tu commences, t'es tout seul, donc il y a presque un truc qui marche pas bien, tu dis bon bah ce mois-ci je fais tant au lieu de tant, puis quand tu commences à embaucher des personnes et que tu dis attends donc maintenant quoi qu'il arrive il faut que tous les mois je rentre 10, Ouais. 15, 20, 30 000 euros. Et d'un coup c'est pas la même pression mais que tu as dans tous les artistes qui commencent à être dans des structures plus professionnelles. Tu sors ton premier album, il n'y a pas d'enjeu en musique, quand tu arrives le deuxième et qu'il y a une équipe de 20 personnes qui bossent dessus, bah, tu sais que s'il marche pas bien... Eh Bon, ben, bah, merci les gars, c'était cool. Et pareil, donc tu n'as jamais fait, à ma connaissance, de partenariat aussi sur J'en tes- ai fait un ou deux Hein dans une vidéo il y a Ouais. peut-être 5 Ouais. ou 6 ans, quoi. Ok. Et il y a le partenariat avec Dailymotion. Ouais, alors qui est pas vraiment. C'est pas un ça- partenariat dans une vidéo, mais c'est... J'étais en affichage. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était drôle ça. Ouais. Ouais. J'aime bien ce mot où tu marches dans le métro, tu fais. Je le connais. Et j'étais en affichage et c'est à peu près tout. Enfin, il Ok. n'y a pas eu de partenariat au-delà. En fait, moi, ma règle aujourd'hui, donc il y en a eu, je crois, des partenariats sur les 300 vidéos de ma chaîne, c'est pas de partenariat sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube, Ouais. quand on regarde une vidéo, il n'y a pas de collaboration commerciale, mais par contre, je m'autorise, j'ai fait avec Sens Critique. Donc j'ai fait une vidéo pour Sens Critique qui était sponsorisée Ouais. par un film, mais c'était pour les médias de Oui, Sens Critique. sur leur réseau. Sur leur réseau à eux, en marque blanche, etc. Ça me dérange pas trop, mais pas sur ma chaîne YouTube, non, pas de sponsor, quoi. Ouais, puis c'est pas mal. Ton partenariat, c'est Sens Critique. Et Dailymotion, bon, ça va, ok. Oui, c'est sûr. Mais non, pas de sponsor. C'est vrai que c'est fou parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps et je comprends. Mais parce que il y a 10 ans, c'était l'inverse, quoi. Oui, t'as Il y a connu, 10 ans, effectivement. hein. T'as connu. Il y a un youtubeur qui fait une sponsor, on lui dit c'est mais ça. pourquoi tu fais une sponsor? Pourquoi tu fais ça? T'as un vendu pro, tu nous imposes ça, et puis nanani, ouais, bien sûr. Et moi je comprends complètement les créateurs qui font des sponsors, ils ont complètement raison, comme tu l'as dit, ils ont une entreprise à faire tourner et ils ont aussi des espèces d'ambitions de C'est ça. dire ok vas-y je vais faire des gros projets et tout. Et justement, ça allait être ma question, c'est est-ce que ça te limite pas dans ce que tu as envie de faire? Moi franchement Tu te sens pas frustré en disant j'aimerais trop faire ça mais j'ai pas les moyens? ouais, pas du tout. Non. Pas du tout. Et c'est ce que je dis même. Parfois, on me dit ah, mais tu devrais demander l'aide du CNC et tout. Je leur dis mais demain, on me donne 10 000 euros, je sais pas ce que j'en fais. Parce que j'ai pas envie de déléguer. Ça, c'est un truc de base. C'est que, en fait, le montage, bah, j'aime bien faire du montage. Oui, évidemment, il y a des moments où c'est relou de faire le dérush pendant 2 heures, des moments où j'élimine tous mes tics de langage. Mais ça me dérange pas. Et puis même, j'aime bien mettre ma patte aussi dans le montage. Ouais. C'est l'endroit aussi où on exprime notre créativité. Pareil pour la miniature. Ouais, si je demande à un graphiste de faire une miniature, il va la faire 10 fois mieux que moi. C'est-à-dire que ça va être 10 fois plus efficace. Mais j'aime bien mes miniatures avec leurs défauts. Et Ouais, mais sans aller jusqu'à déléguer, ça peut être avoir un cadreur pour aller faire un interview d'un chercheur, je sais pas, tu vois, et donc faire ta vidéo comme tu fais d'habitude, mais dans celui-là, tu sors de ta chambre et tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois, et donc il faut un cadreur pour te filmer. Par exemple. Je sais pas, hein, ouais, non, bien sûr, je l'ai fait. J'ai fait des interviews et souvent, Ouais. moi, j'y vais avec ma caméra. Ouais. S'il faut, je pose une caméra et j'en ai pas spécialement besoin. Et en fait, effectivement, moi, je pense que c'est derrière, ça implique toute une forme de responsabilité, de revenus, de moyens, etc. Là, ce qui est bien, c'est que YouTube, pour moi, c'est un complément de revenus. Ça me rapporte quoi en tout après URSAF, ça doit me rapporter 800 euros par mois. Donc, pas du tout de quoi en vivre. Que en AdSense. Ouais, que en AdSense. Mais en fait, c'est toujours en complément de mon alternance, des bourses d'études que j'ai pu avoir, de mon futur travail, je l'espère. Et donc, j'ai pas besoin de plus, je suis pas dans une démarche de plus. Et en fait, c'est aussi un luxe, je trouve, que j'ai et que peu de créateurs ont, je peux dire non, quoi. Ouais, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que nous, de par nos métiers, donc nous c'est l'inverse, on ne rencontre que des gens qui nous disent ah, on veut plus d'argent, pas pour se remettre plein dans les poches, pour pouvoir faire des projets plus gros, pour pouvoir faire des projets plus sourcés, pour faire des projets plus court-métrage, la fiction, des trucs, enfin voilà. Et du coup, le discours inverse est hyper rare et je trouve hyper intéressant de se rendre compte de la liberté que ça donne en fait. Ah, c'est ça. C'est ce que je dis toujours. En fait, en plus, derrière, ça implique des espèces de conflits d'intérêts, quoi qu'il arrive, surtout vu le contenu que je fais. Par exemple, là, je prépare une espèce d'enquête sur Netflix et sur pourquoi Netflix, pour moi, est passé quasi d'un bon plan à une arnaque, entre guillemets. Mais en fait, si jamais j'étais dans une perspective de professionnalisation et de partenariat, je me dirais,
un partenariat avec Netflix, ça pourrait être sympa sur le moyen long terme. Bah, peut-être que cette vidéo-là, faudrait que je sois un peu plus soft ou que je la fasse pas. Et ça, c'est des questions que je me pose pas parce qu'en fait, là-dessus, effectivement, ça m'offre une liberté. Et c'est, comme j'ai dit, et c'est aussi un luxe parce que j'ai pas de problème financier. C'est-à-dire que moi, et on en connaît plein, des youtubeurs qui sont extrêmement précaires. Et bah ouais, je comprends qu'ils prennent l'argent. Et même, il y a aussi un truc par rapport à ma ligne éditoriale spécifique, qui est de décrypter le monde de l'influence, la pop culture. Je me vois mal dire aux gens, méfiez-vous des influenceurs, mais prenez mon code promo VPN, quoi. Non, mais bien sûr, après il y a collab et collab. T'es pas obligé de faire un VPN avec un code promo. Bien sûr. Voilà, mais... et pour revenir sur ce que tu disais sur la précarité, j'ai vu un chiffre il y a pas longtemps, que c'était 85% sont en dessous du SMIC. Ouais. C'est un truc de fou. Bah, c'est mon cas, techniquement. C'est un truc de fou. Oui, non, c'est-à-dire, est-ce que dans ces 85%, ils cherchent à en faire un salaire ou est-ce que c'est un complément de revenu? Parce que, en fait, si tu regardes le nombre de créateurs qui touchent moins de 1400, 1500 à peu près le SMIC, je sais plus, 1006, je sais plus, bref. Depuis le 1er janvier, il a été... Attendez. Non, mais tu vois, faut faire la différence au tri entre celles et ceux qui cherchent en vide et celles et ceux pour qui c'est c'est un petit complément. Ça, moi 900 en vrai, je suis trop content. Hein. Ça en plus de mon alternance, ça faisait que j'étais très bien. C'est sûr que si tu nous avais dit le but c'est d'en faire un salaire et que tu comptes sur l'AdSense, déjà, faites pas ça. Les mecs cherchent la caméra, ne faites pas ça. Des fois quand je dois expliquer l'AdSense, je leur dis faut accepter que des fois, même contenu, c'est comme si tu faisais un boulot, puis que d'un mois à l'autre, en fin de mois, on te dit alors, ce mois-ci c'était 1000 €, le mois d'après c'est 2005, celui d'après c'est 800. Oui, mais attendez, parce que moi j'ai des. Et c'est pour ça que moi je donne toujours le chiffre sur l'année, quoi. En fait. C'est-à-dire que ça fait 800 sur l'année, mais là en décembre, j'ai sorti un documentaire d'1h30 qui a cartonné. Enfin voilà. Forcément, c'était beaucoup. J'ai gagné en décembre le triple de ce que j'ai gagné en août. Et ça, pareil, c'est aussi cette instabilité par rapport même à la question des loyers. Si jamais je veux trouver un appart, etc., je sais que c'est des galères sans nom. Mon frère il est intermittent du spectacle, donc je vois aussi. Attends, mais donc il a pas fait d'études, je comprends pas. Il en a fait, c'est ça le pire. Non, et pareil, même mon père du coup il est entrepreneur et je sais ce que ça coûte d'être entrepreneur. Et c'est pour ça que tout le monde, sur YouTube il y a vraiment cette démarche aujourd'hui entrepreneuriale de il faut entreprendre et tout. Et moi je sais que ça coûte aussi beaucoup. Et je suis content que ça reste. Mais ne serait-ce que tu prends un truc assez basique et qui est même l'accès à la propriété, ou même faire un prêt, ça veut dire que quand j'ai connu quand un moment je travaillais effectivement en agence typiquement, et il y avait des créateurs avec qui je travaillais, donc nous on connaissait leurs revenus, etc. Ils me disaient là je galère pour faire mon prêt parce que je peux pas justifier d'un salaire ou d'un truc, c'est-à-dire que même s'ils faisaient rentrer plusieurs milliers d'euros, c'était entre peut-être 4 et 6 000 par mois, mais comme le montant changeait à chaque fois, machin et tout, donc les banquiers voyaient ça et disaient attendez, vous faites quoi exactement? C'est instable, ça se trouve dans 6 mois. Exactement, donc il a fallu qu'on fasse à l'époque un courrier en disant non, mais si on vous assure, ça va, il fait ça, etc. et tout, mais non seulement t'es entrepreneur, mais en plus, comme tu dis, t'es au même niveau que les intermittents, je pense, pour une banque ou pour même un logement, tu vois, tu cherches tu veux louer un appart ou louer une maison, plus à Paris, quoi. Vous faites quoi exactement? Je suis producteur de contenu, youtubeur, mais c'est pas un métier ça. Mais si, regardez, je fais. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de liberté et je trouve que c'est dommage parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les créateurs qui entreprennent. Je trouve ça incroyable, ceux qui arrivent à monter des structures, à monter des projets énormes. Mais je trouve que l'autre pendant c'est complètement perdu. Genre je connais très peu de créateurs qui ont, donc moi j'ai 200 000 abonnés. Qui en ont pas fait un business et qui sont juste entre guillemets en mode passion et qui font pas de sponsor et qui n'ont pas derrière de volonté de s'étendre. Et je trouve que c'est dommage parce qu'à la base YouTube c'était quand même ça et je trouve que c'était ça aussi la force de YouTube. C'est-à-dire que tu regardais des vidéos, peut-être que le mec il était pas très régulier, peut-être que sur le montage c'était pas nickel. Mais en fait, il faisait ça un peu avec son cœur, sur le côté. Et je trouve que les chaînes qui ont cet ADN, je trouve que ça se ressent aussi. Et je trouve qu'on le voit aussi, ces chaînes qui, en fait, sont dans un truc juste de partage de passion et rien d'autre derrière. Après, on peut comprendre aussi qu'on sait que le ticket d'entrée a vachement monté sur YouTube. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais faire une vidéo vraiment à l'arrache, il y en a qui continuent à le faire, c'est cool, mais tu sais aussi qu'aujourd'hui, on attend plus de vidéos plus longues, plus travaillées, avec peut-être plus de montage, du meilleur matériel, etc. Bien sûr. Donc c'est vrai que moi, j'arrive à attendre un moment tu commences à faire... En plus, tu as toujours cette impression que pour plaire aux algos, il faut publier plus tout le temps, etc. En fait, c'est pas une par mois, il faut que j'en fasse 4 par mois. Et qu'à un moment, tu peux essayer d'en vivre. Et en plus, tu te dis, mais bon, je comprends aussi la difficulté de trouver le temps de pouvoir consacrer à sa passion et d'avoir un boulot. Ça c'est sûr. Et justement, tu répartis comment, toi? Tu consacres combien de temps à ta chaîne YouTube par rapport à ton taf? Ça dépend. Là, du coup, en ce moment, beaucoup plus. En fonction des projets, forcément. Ouais, c'est ça. Mais... Et puis même parce que donc l'année dernière, c'était un peu chaud, par exemple, parce que donc j'étais en dernière année de master, j'avais mon mémoire.
Oui. Et j'avais mon alternance, qui était donc 35 heures aussi. Et là, c'est vrai que c'était ok, alors le soir, machin truc, ok, un peu le week-end. Mais en fait, moi, je suis complètement control freak sur l'organisation. Et donc, j'ai mon planning sur 2 semaines, pas à la minute près, mais à 15 minutes près, quoi. Donc, je sais, et maintenant, en plus, avec le temps, je sais combien il me faut pour combien de temps à peu près il me faut pour une vidéo. Même si là, tu me demandes, je peux pas te dire si c'est 15, 20 ou 35. Mais en gros, à peu près, je sais en fonction du sujet. Et donc, je suis en mode, ok, bah, samedi, ça sera de 13h à 17h, écriture de la vidéo. Le lendemain, un tournage. Le surlendemain, un montage. Ce qui te prend le plus de temps, toi, c'est quoi? C'est les recherches et l'écriture Ouais, le montage aussi, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Tu mets beaucoup d'illustrations. Ouais. On s'en rend pas compte, mais en fait, en moyenne, les illustrations sur mes vidéos, elles durent 5 secondes. Et donc, il y en a parfois 200, 300, voire 400 pour une vidéo de 20 minutes. Quoi. Donc, et à chaque fois, c'est aller chercher la vidéo YouTube. C'est déjà penser à la scène. Laquelle c'est ça. Comment je peux illustrer ce propos? Ok, il y a cette scène dans ce film-là. Ok, je vais la chercher sur YouTube. Ok, je la découpe. Ok, je la mets dans le... Donc ça, tu le fais au montage. Tu le fais pas... tu l'écris pas. Les illustrations, tu les trouves après. Ouais, je les trouve après. Et donc non, le montage ça me prend beaucoup de temps, l'écriture aussi, mais déjà l'un comme l'autre, je vais de plus en plus vite. J'ai énormément gagné en productivité ces 5 dernières années. Plus t'as d'expérience. Bah, c'est ça, et ce qui me permet là, à l'heure où on se parle, la dernière vidéo que j'ai sortie c'est sur Squid Game, la saison 2. Et j'ai pu sortir la vidéo 3 jours après la sortie de la série. Parce qu'en fait, déjà j'avais un peu préparé en amont, j'étais en mode ok, quel axe je vais pouvoir prendre. Et ensuite, j'ai regardé la série, j'étais en mode ok, je sais exactement où il faut que je fasse mes recherches, quels sont les angles intéressants, comment l'écrire, la tourner rapidement. Et ensuite, pareil sur le montage, je sais où aller chercher les images, ou machin truc, etc. Et donc, en fait, en 3 jours, je peux faire une vidéo de 20 minutes d'analyse, quoi. Est-ce que tu t'es déjà fâché avec un créateur, une créatrice, suite à une vidéo soit une vidéo, soit une partie d'une vidéo, tu aurais pu dire un propos mal interprété ou mal perçu en tout cas. Ouais, carrément. Ça m'est très très peu arrivé parce qu'en plus, honnêtement, hein, moi je considère que mes vidéos, ça va. Genre, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de quoi fâcher un créateur. Ouais, il y a une créatrice, je pense que je peux le dire, j'ai pas de problème avec ça, c'était Enjoy Phoenix qui avait mal pris parce qu'elle apparaissait sur une miniature de ma vidéo et que j'avais repris un extrait de l'interview qu'elle avait fait avec la PDG de YouTube Europe, un truc comme ça. À l'époque, et qui était simplement pour illustrer. Enfin, je disais rien de mauvais sur Enjoy Phoenix, mais elle aimait pas l'idée que son image soit réutilisée, elle considérait que je l'utilisais pour faire du clic. Et en fait, au début, elle a voulu m'envoyer pas un claim, mais un strike. Et en fait, moi, je lui ai dit... Moi, il n'y a aucun problème, je peux t'enlever de la miniature. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Pareil, il y a une créatrice de contenu qui était pas contente parce qu'elle apparaissait en miniature à côté de Norman dans ma vidéo sur les excuses des youtubeurs. Et bah, son agent, elle m'a envoyé un mail pour me dire est-ce que tu peux l'enlever, quoi. Le mail était moins sympa que ça, mais moi je suis cool, je l'ai enlevé. Je m'en fiche, je suis pas du tout là-dedans, j'ai pas d'intérêt à ça. Et je pense que là où je me fâche moins avec des créateurs, c'est que je pense que la plupart des créateurs qui au moins connaissent un petit peu mon contenu savent que je suis pas dans cette démarche-là. Quand tu vois un problème sur une vignette comme ça, tu regardes les autres vidéos de la chaîne, les autres vignettes, tu comprends bien que c'est pas Adam fâché, quoi. Tu vois. Ouais, et que je suis pas en mode ok, allez, je vais aller détruire cette créatrice ou ce créateur. C'est pas du tout ma démarche. Et en plus, je suis pas juriste, donc il faudrait qu'on demande à un vrai juriste, mais je crois pas que tu n'aies pas le droit. Ah non, j'ai le droit. Oui, mais c'est ce que j'ai répondu aux personnes publiques. C'est ce que j'ai répondu aux personnes concernées qui en plus ont des chaînes YouTube qui elles-mêmes parfois utilisent DiCaprio ou n'importe quelle personnalité publique en miniature. Mais comme je l'ai dit là-dessus, moi... tu cherches pas de donc il n'y a pas d'intérêt à dire. En plus, Mais effectivement, à chaque fois, je dis quand même, en fait, non. Et c'est pour ça que je disais que le mail était moins sympa que ça. Et j'avais répondu en disant je suis sympa, mais en vrai, si j'avais voulu pas l'être, j'aurais pu ne pas l'être, quoi. Mais globalement, à chaque fois, j'ai pas de vraie brouille avec des créateurs, quoi. Non, il n'y a pas de raison en l'état. Puis je pense qu'ils pourraient être brouillés, c'est parce qu'ils ont des raisons de... Comment dire, ça serait peut-être un peu mérité, certaines. Oui, peut-être qu'il y en a qui... Mais je pense même pas tant que ça. Mais après, c'est sûr que je pense qu'il y a des youtubeurs qui apprécient pas forcément mon travail ou qui m'ont trouvé un peu trop injuste sur certains trucs, etc. Mais c'est aussi le jeu et c'est parce que parfois les titres, ils sont trompeurs. Et je l'admets, même mes titres, ils sont un peu plus aguicheurs que ma position qui est plus nuancée, quoi, dans la réalité. Et donc si on s'arrête au titre, à la miniature, on se dit oula, ah ouais, le mec il
ils me caillassent, alors qu'en fait, très souvent, non. Bon, enfin, après, maintenant, c'est le YouTube game. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas un peu Ils savent, ça, le ils YouTube savent game faire, hein, ils savent faire de l'autre côté, ils savent comment ça marche. Hein, donc, Ouais, mais je pense qu'ils sont quand ils même le encore font aussi. touchés. Ouais, Je pense que bien ça sûr, les touche ouais, encore ouais. quand, tu vois, ils apparaissent en miniature et on leur dit, Ouais. ok, la réalité derrière le flop de la Bien sûr, vidéo ouais. de, je sais pas, Squeezie, je prends par exemple. Squeezie, s'il tombe dessus dans son feed Mhm. YouTube, je pense qu'il est pas content, quoi. Je Et il va se comprends. dire, ah, ok, c'est Mais encore un mec surtout qui s'ils parle mal connaissent de pas ton moi. travail. Bah, c'est ça en fait. Enfin, s'ils connaissent pas le reste de la chaîne, ils peuvent se dire tiens, est-ce que c'est un truc. Un gratteur de buzz, quoi. Exactement. Parce que pour le coup, et Ouais, c'est pas pour il y en cracher a sur plein, des collègues, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. On les voit, les chaînes YouTube qui font 2-3 vidéos par jour sur tout ce qui se Pas de quoi passe, tu parles. sur les moindres miettes de pardon, tout ce qui se on passe. me dit à l'oreillette, on me dit sur le téléphone que Adam aurait éternué et ne se serait pas lavé les mains après avoir éternué. Non, mais c'est ça. Est-ce que vous avez des réactions? Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut. Ouais, bah oui, oui. Et donc ça, elles existent, et donc parfois je suis assimilé à ces chaînes-là, ce que je peux comprendre, parce que effectivement moi aussi je joue un peu ce jeu de la polémique pour attirer. Moi, je connais pas de chaîne comme ça, un peu putaclic, qui cite des sociologues ou des études de recherche. pour le Mais c'est coup. ça, Donc, c'est que c'est. non. Ouais. Ouais, mais pour ça il faut cliquer et aller jusqu'à 3-4 Oui, minutes dans le bah, contenu, ouais, et ouais, ce que font pas certains, et encore Ouais. une fois je le comprends, et donc peut-être qu'il y a des créateurs qui... Mais moi aussi je suis pas du tout dans ce milieu, vu que je suis pas dans une agence, Ouais. je connais assez peu les créateurs en fait, j'échange parce que parfois je suis à des événements, mais c'est pareil, c'est même finalement assez rare, mais je suis pas du tout dans ce milieu, donc il y a pas de... Enfin ouais. Oui, il n'y a pas de risque d'embrouille de copinage, d'embrouille à base de ah, mais attends, à la soirée, t'as Oui, l'air oui. sympa, pourquoi t'as osé dire que là, ma vidéo était un peu. Pas du tout. Oui, et même s'il y avait ça, en fait, et c'est là où j'aime bien ne pas avoir YouTube en activité principale, bah en fait, j'ai rien à perdre, quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est presque après, c'est le même problème un peu d'éthique que tu peux retrouver dans le journalisme ou même la recherche, quoi. Ouais. On voit des chercheurs qui sont peut-être des fois un peu trop, des journalistes un peu trop rapprochés de leur sujet d'étude et puis qui deviennent un peu, bon, bah, en fait. Ouais, et c'est marrant, on me l'avait reproché. Alors c'était une personne sur Twitter, parce que j'ai participé au 1, 2, 3 Soleil de Squid Game, Ah, tu y étais, de J'ai Netflix. j'ai filmé le truc. Trop marrant, bah, j'étais dans la session 2. Moi je m'étais inscrit en session 2 parce que justement ça m'intéressait tu pas voulais d'être pas être avec avec bah en les tout cas je savais que j'avais plus de chances d'être sélectionné dans la session 2, et moi ce qui m'intéressait c'était l'expérience d'être Ouais. sur les champs et vu que je voulais faire une vidéo sur Squid Game je trouvais ça intéressant, mais quand j'ai dit que j'avais participé il y a quelqu'un qui m'a dit toute l'année vous crachez sur les influenceurs mais en fait vous rêvez de vous rapprocher d'eux, etc. Et je comprends un peu cette critique parce qu'effectivement il y a souvent ce truc de on les voit les gens qui critiquent les influenceurs mais qui en fait rêvent d'en devenir et en deviennent un dès que c'est possible. Mais moi, je pense que je tombe pas trop dans ce travers parce que franchement, si j'avais voulu devenir vraiment influenceur, machin Ouais, truc, t'as fait rentrer dans ce système, je l'aurais fait depuis longtemps, alors que là, c'est pas du tout mon ambition, quoi. Ouais. Pas du tout mon mouvement. Et toujours dans ton rapport avec les créateurs et créatrices, tu as une autre activité. En plus de finir des études avec des masters, de faire une chaîne, de faire une alternance. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Alors, je ne sais pas si c'est ton activité principale, mais en tout cas, quelle est une de tes casquettes actuelles, on va dire Une ça. de mes casquettes actuelles, exactement, c'est de faire de la formation et du consulting en communication de crise. Parce que donc moi, à la base, c'est le sujet qui me passionne et dont je veux faire mon travail, pour le coup, la communication de crise. Et j'ai eu des stages, j'ai fait des stages en alternance, enfin des stages et des alternances en communication de crise. Et c'est un domaine qui touche beaucoup les créateurs de contenu, la communication de crise. Bah, il y en a qui savent même pas ce que c'est, hein, Ouais, bien sûr. parce qu'en fait, et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que ça les touche énormément et à la fois ils en ont très peu conscience pour la plupart d'à quel point c'est important. Et je me suis dit que j'avais quand même une expertise sur le sujet, j'avais aussi une expertise sur le sujet des créateurs de contenu, et donc que je pouvais mixer les deux pour aider des créateurs et des créatrices à mieux communiquer pour faire face à des polémiques qui parfois, en fait, et même souvent, partent Ouais. d'erreurs, de rien, quoi. Une mauvaise compréhension de je sais pas quoi. Et d'une mauvaise communication, Ouais. quoi. Donc, et moi, mon idée, c'était de me dire, ok, en fait, souvent les créateurs ont une illusion de compétence sur la communication, c'est-à-dire qu'ils sont en mode, ok, mes vidéos font des vues, mes stories Instagram sont vues, je suis bon en communication, puisque je communique à mon audience. Sauf que c'est pas complètement vrai, et dans la communication de crise encore plus, parce que c'est vraiment très spécifique, et c'est activer des leviers très spécifiques en fonction des situations. C'est technique, c'est difficile, et encore plus quand on est en plein dedans. C'est-à-dire que moi j'ai donc aidé quelques créateurs sur des crises,
ils étaient émotionnellement très impliqués, et c'est normal, parce que c'est eux qui sont, enfin en tout cas, ils se sentent directement attaqués. C'est leur business qui est en jeu, et donc dans ces moments-là, en fait, ils sont pas forcément capables de prendre les meilleures décisions. Et moi, l'idée, c'est déjà de former en amont. Donc, j'ai eu une formation où j'explique un peu les principes, les ressorts, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et aussi, face à des crises, d'aider des créateurs à dire, ok, on va établir telle stratégie, on va répondre comme ça, on va utiliser ce mot-là plutôt que ce mot-là, autour de la com de crise, quoi. C'est vrai que c'est marrant parce que on en parlait tout à l'heure encore pour faire le pont avec cette idée de parfois être créateur ou créatrice, c'est être entrepreneur, être chef d'entreprise et même être une entreprise de base. Et pour une entreprise, une com de crise, ça paraît évident que voilà, il y a un truc qui est sorti, un article, quelque chose. Bon, voilà, on sait qu'il y a un risque parce qu'on est coté en bourse ou il y a un risque de perte économique. Et je pense, comme tu dis, qu'il y a certaines qui n'ont pas forcément réalisé dans la création de contenu les répercussions que ça pouvait avoir. En fait, le vrai problème de la communication de crise, c'est que les impacts sont pas forcément immédiat. C'est-à-dire qu'il y a très peu de créateurs, hormis des exemples genre Villebrequin ou quoi, où les créateurs perdent 100 000 abonnés à cause d'une crise. En fait, souvent, ça va se tasser très vite, ils vont faire un communiqué et dans 2 semaines, plus personne n'en parlera. Et du coup, pour eux, c'est passé, il n'y a plus rien, quoi. Alors qu'en fait, moi, et c'est ce que j'explique, c'est l'image ensuite qui est touchée, c'est la réputation. Et donc, c'est pour ça que je dis, et effectivement, toutes les entreprises où j'ai travaillé, la réputation, c'était ultra important. Il y avait une veille réputationnelle, ok, où est-ce qu'on en est? Ils faisaient même toutes les entreprises, les grosses entreprises, elles faisaient des études sur la perception des gens, comment les gens percevaient... les points de positivité. Ce serait drôle de faire ça, une étude, comment vous percevez tel créateur ou telle créatrice, tu donnes une note... pour moi, c'est sûr que c'est l'avenir. Pour moi, c'est sûr que c'est l'avenir. Un Squeezie, pour moi, il a aussi besoin de ça, parce que moi, je prends l'exemple de McFly et Carlito. Pour moi, McFly et Carlito, s'ils avaient fait une vraie veille réputationnelle, leur pause, ils s'en seraient rendus compte bien avant que, en fait, si on regardait sur Twitter, certes, il y a des haters, etc., mais il y avait un truc qui montait autour de « Ah, ils en font trop »,« Ah, c'est too much »,« Ah, ils se forcent à rigoler »,« Ah, les concepts, c'est un peu toujours les mêmes, il y a trop de vidéos, etc. » Et ça se sentait depuis 6-8 mois. Et en fait, ils ont mis quand même, je trouve, beaucoup de temps à s'en rendre compte. Stand-up de merde 3, quand ils expliquent qu'ils sont tombés de leur chaise en voyant les retours. S'ils avaient en amont un peu regardé, franchement, ça sentait venir, quoi. Et puis après, c'est la question de... Quand tu es, je sais pas combien ils sont de milliers de commentaires par vidéo, mais qui les lit, qui les traite, comment est-ce que quelqu'un en interne leur dit bon, j'ai regardé pour toi les 5000 commentaires, attention, il y a tel truc, je sais pas du tout comment ils gèrent aussi cet aspect-là, mais c'est vrai que ça peut jouer. Et souvent, ils sont très peu accompagnés sur ces questions, et sur même, du coup, les questions de communication. Quoi. Est-ce que ça existe? Moi, j'en ai jamais entendu parler, mais est-ce que, genre, dans les agences type Bump ou Webedia, ils ont des gens qui sont prêts à répondre aux crises? En gros, souvent, de ce que j'ai compris, c'est les agents qui aident, quoi. Mais qui savent pas faire. C'est pas leur spécialité, en tout cas. Souvent, ils ont quand même un peu plus de compétences parce qu'ils ont soit un background en communication, en marketing, donc ils peuvent, et surtout, ils sont un peu plus extérieurs que le youtubeur. C'est ça, ils ont un peu plus de recul. Émotionnellement. Mais quand même, moi, c'est un peu ce pourquoi je me bats. C'est mais pour moi, c'est un peu le même sujet que les juristes. C'est-à-dire, à terme, les youtubeurs, ils ont besoin et ils commencent un peu à s'entourer de juristes sur plein de questions. À terme, ils s'entoureront aussi de communicants parce qu'ils sont devenus de telles personnalités publiques qu'ils en ont besoin. Et ça se voit. Là, on en parle, mais Michou, qui a connu du coup un énorme bad buzz avec son jeu de société, la crise a été très mal gérée et ça se voit que, alors je sais pas s'il avait des gens pour l'aider, mais s'il avait des gens pour l'aider, ils ont mal géré, quoi. En tout cas, c'était pas très carré. Et ça n'a pas respecté le guide de base de attention. Il y a quand même quelques trucs un peu basiques à faire en communication de crise et je trouve qu'il les a pas fait et c'est dommage parce que c'est devenu, en fait, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'une crise mal gérée, c'est une crise qui devient un truc d'une ampleur folle et même à l'inverse, une crise bien gérée, c'est une crise dont on n'entend pas parler. Parfois, on me demande t'as aidé des créateurs sur quelle crise et tout, et je dis j'ai aidé ce créateur sur cette crise, et ils me disent j'en ai pas entendu parler. Je dis mais tant mieux, ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Du coup, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut conseiller à des créateurs et des créatrices, un guide de survie ou une trousse de secours de base tu vois, les 2-3 trucs à savoir, respire, sans donner toute ta formation bien sûr, mais tu vois genre déjà il faut à la fois réussir à réagir rapidement parce que les crises ça peut prendre très vite très fort,
Et comme j'ai dit, laisser couler. En fait, ne pas répondre à une crise, c'est très tentant parce qu'on a envie de se dire, on n'a pas envie de créer un effet stressant et donc de donner plus de visibilité à la crise qu'elle en a déjà. Et ça, c'est effectivement un premier truc à prendre en compte, c'est ne pas faire une vidéo YouTube de 30 minutes pour répondre à 5 tweets. Non, mais ça peut paraître bête, mais très souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à l'inverse aussi, l'autre conseil que je donnerais, qui est quasiment inverse, c'est de dire, faut pas non plus laisser... Faut pas réagir avec les émotions, quoi. Ouais, et même faut pas laisser couler toutes les crises en se disant, ok, ça va, c'est 5 mecs sur Twitter, parce que petit à petit, c'est l'image qui est écornée. Donc c'est constamment essayer de trouver cet équilibre et toujours se demander, ok, d'où vient la crise ? Qui est touché par la crise ? Est-ce que c'est ma communauté ou est-ce que c'est des gens extérieurs à ma communauté qui continuent à mal parler de moi, mais parce que de toute façon c'est des gens qui en font pas partie, parce qu'on s'exprime pas de la même manière dans ces cas-là. C'est-à-dire que si jamais c'est des gens qui t'aiment pas, qui parlent mal de toi sur Twitter, bah tu vas pas faire une vidéo YouTube à ta communauté pour y répondre. Et donc c'est ça, et bien penser effectivement au mode de réponse. Les youtubeurs ont le communiqué Note iPhone très facile, c'est pas forcément et c'est même pas souvent la bonne réponse parce que c'est très impersonnel, c'est très froid, c'est souvent pas très bien écrit parfois ça met de l'huile sur le feu et c'est ça, et parfois ça met de l'huile sur le feu. Donc c'est vraiment ça, c'est ces questionnements principaux à avoir. Après c'est difficile parce que chaque crise est tellement différente. C'est-à-dire que moi j'ai eu un créateur où la crise elle venait de médias traditionnels. Donc comment tu gères quand tu as BFM ou Le Figaro qui fait un article sur toi, bah, tu gères pas du tout de la même manière que quand d'un seul coup tu te retrouves en tendance sur Twitter. C'est pas la même chose. Ou quand tu as un bad buzz suite à une vidéo, est-ce que tu retires la vidéo et tout. Donc ça, et sinon effectivement l'autre conseil que j'ai à donner, c'est de demander de l'aide à des personnes entre guillemets extérieures. Des proches, mais c'est parce que souvent il y a entre guillemets que ça, mais ça peut être des collègues youtubeurs. Il faut pas se... Moi, j'ai des collègues qui parfois me demandent, etc. Mais même un collègue youtubeur qui n'est pas spécialisé, il va être capable d'avoir à la fois un peu de recul, peut-être même qu'il aura déjà vécu une situation similaire, donc il pourra vous dire, bah là, en fait, tu devrais laisser couler, là, tu devrais répondre là-dessus, etc. Donc, c'est les principaux conseils que j'aurais à donner. Et alors, comment tu interviens ? Parce que moi, je me pose toujours la question, des fois, dans la gestion de crise, à quel point, des fois, on fait appel à toi un peu en amont, où justement, il y a un peu de flair. Tiens, là, j'aimerais faire une espèce d'état des lieux, un instantané, une espèce d'audit de comment je suis perçu. Ou au contraire, c'est genre, bon, là, ça fait 3 jours, j'ai tenté un truc. À quel moment tu interviens la plupart du temps ? Honnêtement, ça fait que 2 mois du coup et demi depuis la fin de mes études que je fais ça, et j'ai déjà eu quasiment tous les cas de figure. Donc j'ai eu déjà la formation, donc c'est-à-dire là pour le coup c'est complètement en amont, c'est-à-dire que je suis allé voir des créateurs et des créatrices qui n'ont pas de crise, qui n'ont pas de polémique, et je les forme quand même parce que le jour où il y en aura une, ils seront mieux préparés, ils seront mieux outillés. J'ai eu aussi des créateurs qui m'ont appelé un soir à 23h en disant ok, il y a c'est ça, il y a cette vidéo qui vient de sortir, je veux faire machin truc, etc. Et à qui et là pour le coup, du coup j'entre entre guillemets en scène pour gérer la crise en question sur ce laps de temps. Et j'ai aussi des créateurs, en l'occurrence un créateur, que j'accompagne au global sur sa réputation. Et donc là, c'est vraiment un plan long terme où on a fait un état des lieux, effectivement, de OK, où en est ta réputation, quels sont les points sensibles, quels sont les points difficiles, comment on peut travailler dessus et comment on va pouvoir, sur le temps long, entre guillemets, travailler dessus. Et ensuite, je l'accompagne sur des points précis, des vidéos justement sur ces sujets sensibles, peut-être s'il va faire des interviews dans des médias, etc. Et là-dessus, je vais l'accompagner plus sur le long terme. C'est hyper intéressant ça, je trouve. Parce que je pense que ce que tu décrivais est hyper intéressant. Des fois, je comprends aussi comment un créateur ou une créatrice peut ne pas se rendre compte que tel deal avec telle marque, en fait, c'est pas fait pour des raisons pas palpables, comme dirait Jamel dans C'est pas palpable, quoi. Mais c'est vrai que ça, tu sais pas forcément que en fait, dans ce qui s'est passé au moment du brief ou quelque part, que ce soit une institution, une marque, de dire donc je vous propose 2 créateurs, Chris et Adam. Ah ouais, Adam, par contre, casserole, du coup, non, il aura pas l'opportunité, et que tu te rends pas forcément compte sur le moment, mais qu'à un moment, ça. Moi c'est ça, effectivement. Il y a un des créateurs à qui j'ai fait un audit de réputation où j'ai pu lui dire. En fait, moi, j'ai travaillé donc dans des entreprises avant, où j'étais en relation plus ou moins avec le pôle influence, et je lui ai dit en fait ton profil il serait pas passé. Il serait pas passé parce que sur ces points-là, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc ils peuvent pas prendre le risque. C'est ça. Et donc moi ensuite je dis moi je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus pour justement redorer entre guillemets un peu l'image, retravailler l'image pour faire en sorte que ces deals là derrière ils puissent se faire, ou même d'autres collaborations de manière générale. C'est vrai que ce tatouage de croix gammée que tu as montré sur Instagram, ça a braqué quelques personnes. Je suis pas sûr, il n'y a pas moyen de mettre de la crème dessus pour que les petits pansements pour invisibiliser. Non, et ça c'est une vraie problématique aussi qui est moi je me verrais pas défendre un mec accusé de violences sexistes et sexuelles. Alors j'allais te demander, parce que tu te retrouves dans une situation où tu es
conseiller coach, mais tu es aussi un peu presque avocat, même si tu restes un peu dans l'ombre. C'est-à-dire que, voilà, comment tu gères cette partie éthique? Et j'imagine que tout le monde n'a pas la même non plus, mais voilà, comme... Bah moi, par exemple, ma ligne rouge, elle est là-dessus, sur une personne qui est accusée, même si, j'en sais rien, même si au fond de moi, je peux penser que c'est faux, dans le doute, j'irai pas, parce que j'aurais trop peur que, quelle que soit ma stratégie, je participe à créer un silence autour de ce sujet-là et à faire taire des victimes. Donc ça, en fait, je me sentirais trop mal et j'avoue, j'en dormirais pas très bien. Donc là-dessus, non. Pareil, j'irai pas défendre une personne dont je considère que les opinions politiques sont dangereuses pour la faire passer pour un petit bisounours auprès de tout le monde. Mais c'est un choix... comme tu l'as dit, comme un avocat, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai... Moi, ça se trouve, je peux faire confiance à quelqu'un qui va me dire non, mais là-dessus, moi, je suis clean, etc. Et un mois après, découvrir qu'en fait, non, le mec m'a aussi menti et m'a aussi roulé dans la farine. Ça m'est arrivé dans des entreprises où j'ai travaillé en communication de crise. On a dû défendre, entre guillemets, des clients et les avocats nous disaient non, mais on est sûr qu'il est innocent. Hein. On est là, bah ouais, non, en fait, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Donc, dans ces moments-là, quand tu es dans une entreprise, tu n'as pas le choix. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai le choix. Si je peux dire non, et encore une fois, vu que c'est pas mon business principal, c'est-à-dire que là, je fais ça en attendant, parce que j'ai terminé mes études, en attendant de trouver un travail, bah, si jamais il y a un créateur qui a une énorme casserole et qui me demande, pour le citer, hein, si Norman il vient me voir et me dit j'ai besoin de ton aide, je vais dire bah non. Enfin, si, t'as besoin de mon aide, mais non. Je le ferai pas, mais bon, après... si Thibaut InShape vient te voir en te disant je suis accusé d'être d'extrême droite, je voudrais... me défaire de cette image parce que je suis trop politisé, tu lui conseilles de faire une vidéo comme il a fait, ou enfin tu te sentirais à l'aise de faire ça? Bah ça dépend, là en l'occurrence c'est là où justement on parlera du fait de ok, je vais discuter avec lui et je vais voir aussi qu'est-ce qu'il a envie de faire passer comme message, est-ce que ces messages ils sont incompatibles avec mes valeurs, etc. Si jamais il me dit moi j'ai envie de me défaire de cette image d'extrême droite et je suis pas d'extrême droite, bah moi je vois pas de problème avec ça, tu vois. Si jamais je sens que le mec en face de moi il est cohérent et qu'il est honnête et sincère, bah non. Après, il y a... C'est dur. C'est ça. C'est dur parce que tu peux tomber sur quelqu'un de pas honnête qui va dire non, mais moi je suis pas du tout d'extrême droite. Puis en fait, tu apprends X temps après que si, en fait. Non, mais même il peut tout simplement ne pas l'être, mais il y a plein de casseroles parce qu'il est maladroit et que quand il fait des trucs sur les trans ou je sais pas quoi, bah, c'est juste pas comme ça qu'il faut communiquer autour. Et du coup, c'est hyper compliqué, quoi. Et donc, bah, c'est là où, justement, c'est les limites et à la fois là où c'est intéressant sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, quoi qu'il arrive, moi, un youtubeur, je peux pas contrôler tout ce qu'il dit et c'est pas aussi l'objectif. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis aux créateurs, je veux pas faire en sorte de donner une image de toi qui te correspond pas parce que je considère que c'est le meilleur angle à montrer. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, sur le long terme, de toute façon, c'est pas tenable. La question, c'est juste de voir, ok, qu'est-ce qui pose problème et est-ce que c'est des problèmes de communication? Pour Thibaut InShape, c'est le cas. C'est un problème de communication. Il se rend pas compte, en fait, je pense, de certains trucs, de certains propos, certaines maladresses qu'il a pu avoir. Et donc là-dessus, ça serait de dire, ok, bah, on va travailler sur ces trucs-là pour faire en sorte de gommer ça. Et une fois qu'on gomme ça, est-ce que derrière, il y a des valeurs problématiques et des idées qui posent problème? Si je considère que non, bah moi je considère que mon travail il est honnête et il peut être fait. Si jamais effectivement c'est pour lisser et redorer l'image d'un mec qui derrière dit vive Bardella, etc. Bah non, effectivement je me sentirais pas de le faire. Mais parce qu'en plus il y a aussi ce côté de toi, tu arrives aussi avec la perception que tu as déjà de la personne aussi. Tu vois, enfin, je pense à Thibaut InShape, donc au moment où on enregistre, là, il a sorti il y a quelques jours maintenant une vidéo justement où il met au point, je crois que le titre de la vidéo c'est Parlons politique ou un truc comme ça, où justement il explique. Et il cite notamment certaines choses qui ont pu être mal interprétées et comment ça a été perçu pour ça. Mais s'il ne l'avait pas fait, tu pouvais arriver de l'extérieur et te dire, les quelques fois, si tu ne le suis pas, tu dis quelques fois où tu as entendu parler de lui, c'est quand on a dit il a fait une casserole, c'est quand on a dit il avait un drapeau français sur son écusson et puis il est à faire un truc avec l'armée. Si tu n'as entendu que ça de lui, tu peux dire en fait oui, ce gars il est un peu douteux, bizarre. Quand tu creuses un peu le truc, tu fais bon bah oui en fait c'était maladroit mais c'était pas forcément mal intentionné, tu vois. Ouais, mais c'est ça et c'est pour ça que là aussi moi c'est aussi mon travail en amont de faire un espèce d'audit du créateur de OK, qu'est-ce qui lui est concrètement reproché? Et est-ce que les faits qui lui sont reprochés, c'est, comme on l'a dit, est-ce que c'est, il a dit, j'ai milité pour Génération Identitaire, etc. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais même pour d'autres créateurs, ce serait la même problématique. Et dans ces cas-là, ensuite, c'est à moi de trancher par rapport à mes valeurs et mes convictions de, ok, peut-être que je vais le faire, tu vois. Il y a des avocats qui vont défendre des personnes accusées de viol. Et il en faut. Et c'est ça, et il en faut. Sur la communication, je trouve ça un peu plus compliqué parce que c'est pas un droit inaliénable, tu vois. Et pourtant, l'enfer.
Et c'est pour ça que sur les, tu vois, les violences sexistes et sexuelles, moi, ça me poserait problème, parce que je considère que aujourd'hui, on est dans une démarche de plutôt donner la parole aux victimes plutôt que de donner la parole aux personnes qui sont accusées, parce que les personnes qui sont accusées, elles l'ont eu la parole, ouais, on les a entendues et on les entend. Et donc, si jamais je dois défendre une personne accusée, j'aurais l'impression d'aller à rebours de l'histoire, quoi. Mais encore une fois, après, c'est difficile parce que, comme j'ai dit, j'ai pas le contrôle sur les créateurs. Donc moi, il y a un moment, je peux donner des conseils, mais à la fin, si le créateur il décide de faire une story où il dit un truc, bah ouais, et derrière, ça veut dire retravailler sur le sujet, réenclencher, donner des éléments de langage ou autre. Et alors, question, est-ce que quand tu travailles avec des personnes, quel est par exemple le ratio de celles et ceux qui veulent rester anonymes et d'autres qui sont, enfin tu vois ce que je veux dire, parce que t'en es pas encore là, mais peut-être qu'un jour tu vas vouloir donner des références, comme, enfin, mais pareil pour les avocats ça se fait pas, tu vas pas mettre sur ton site, on a travaillé, on a défendu Dominique Strauss-Kahn il y a 10 ans, ah bon bah c'est bien, super. Mais est-ce que tu as ressenti en tout cas une peur des fois chez certains de pas forcément oser faire appel à des services comme ce que tu proposes en se disant oulala. Je pense que je l'ai pas ressenti, mais je pense qu'elle existe, c'est sûr. Après je pense qu'il y a un truc de ni moi ni eux n'ont vraiment l'intérêt de dire sur tous les toits hey, on bosse ensemble et je l'aide à la communication de crise, parce que moi mon objectif c'est de m'effacer. C'est-à-dire que mon objectif ça reste quand même que les gens sachent pas qu'il y a un communicant derrière qui a écrit la vidéo mais un coup pas. Et merci à Adam pour cette vidéo, pour son aide précieuse. Comme vous l'aurez compris, je suis blanc quand même. Ouais c'est ça. Donc là-dessus non, moi j'ai rien signé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pourrais dire je travaille avec telle personne, je travaille avec telle personne. Donc j'ai pas signé de NDA ou quoi. Peut-être qu'un jour ça sera le cas. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, parce que pareil, j'ai pas un besoin de reconnaissance là-dessus. Je suis très content des créateurs avec qui je travaille pour l'instant. Eux, ils ont l'air visiblement contents, et c'est le principal. Mais oui, sur le et surtout, ouais, moi, c'est pas un truc sur lequel je communique sur ma chaîne YouTube, par exemple. Tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que si un créateur ou une créatrice sait qu'il y a une casserole qui va sortir sur lui, est-ce qu'il a intérêt à prendre les devants? Complètement. Ouais. Complètement. Après, j'ai pas envie de commencer à faire un petit guide pour se défendre d'une agression. Mais même de manière générale, d'une casserole. Pas d'une agression, mais évidemment, j'avais dans ma formation, je donne l'exemple de McFly et Carlito par rapport à la loi E20. Ils ont reçu un rappel à la loi. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce que eux ont fait une vidéo. S'il y avait eu un article de BFM TV, McFly et Carlito prennent un rappel à la loi. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu prends en parole en premier, c'est toi qui contrôle le narratif. C'est-à-dire que tu le présentes de la manière dont tu veux, et pour le coup, tu peux expliquer vraiment ta vision et pas être dans une posture défensive. C'est-à-dire que le problème, c'est que si jamais le truc sort et que tu es obligé de te défendre, les gens seront forcément plus méfiants, parce qu'ils se diront déjà il en parle parce qu'en fait ça en parle et donc il a pas le choix, et en plus tu es dans un truc de ok, je vais contre-argumenter par rapport à ce qu'on a dit, alors que quand tu arrives et tu poses déjà les arguments, c'est un biais humain, tu vois, de la primauté au premier truc qu'on entend, quoi. Donc je conseillerais de prendre la parole s'ils savent que ça va sortir. Et ça te permet, comme dans leur cas, de mettre un petit peu d'humour aussi dans le contenu, ce qui aurait été vachement moins bien perçu quand les accusations sont plus graves. Oui, non, et de donner de la légèreté, etc. Je parlais pas d'agression sexuelle, mais tu vois, je réfléchis à un exemple, mais genre un truc complètement anti-écologique, tu vois, genre reprendre Thibaut, quand Thibaut fait une vidéo avec les reports du Bourget ou la patrouille de France, je sais plus quoi, là, bon, tu sais que tu vas te prendre un shitstorm en vrai. Je suis pas sûr que ce soit si facile que ça, surtout, enfin... Je suis pas sûr que les youtubeurs aient aussi autant conscience que ça. Moi, le peu avec qui j'ai discuté, en fait, c'est juste que la plupart du temps, ils savent pas. Moi, je soupçonne que des fois, tu peux pas. Je pense à une Nina Situation qui a pu se faire Amazon. Crier dessus parce qu'une fois, elle a pris l'avion. En fait, non, mais récemment, quand elle a fait la collab Amazon, tu sais que tu vas te faire tomber dessus quand même. Ça, et c'est là où moi je conseille aussi des créateurs de faire un espèce d'accompagnement sur le long terme. C'est justement pour ça, moi, un des youtubeurs que j'accompagne sur le long terme, il m'a envoyé des messages en mode ok, j'aurais aimé prendre la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Ok, ça, j'aimerais parler de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois, Léna, évidemment, si elle était venue, entre guillemets, me voir et me dire ok, j'ai un partenariat prévu avec Amazon, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais dit non. C'est sûr, quoi. Mais après, aussi, il y a ce truc, hein. À la fin, c'est le créateur qui décide, et c'est ce que je dis toujours, tu vois. Si jamais elle dit mais machin truc. Tu vois, c'est dur parce que Amazon, on dit que c'est un peu évident, en même temps, on est nombreux, comme il y a eu Coca-Cola, quand il y a eu, il y a plein de marques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends aussi comment
tu peux ne pas forcément être super au fait de telle ou telle marque. Tu vois, c'est déjà arrivé à des gens de bosser avec des marques et après coup, on leur dit, mais attends, tu savais pas que c'est la même marque qui a fait ça, ça. Non, mais quand c'est une petite marque, ok, mais quand oui. c'est Amazon, je veux dire, tout le monde est conscient et tous les gens qui commandent sur Amazon, et moi y compris, on le fait sachant que c'est de la merde et qu'on devrait pas le faire. Bah surtout, je trouve que Léna, et c'est terrible parce qu'en plus, je pense que c'est une des personnes les plus exposées à ces crises et à ces polémiques. Donc effectivement, elle, à mon avis, plus que les autres, elle doit être consciente. Et d'ailleurs, ça doit être une des créatrices les plus conscientes de ça. En fait, et c'est aussi ça qui est extrêmement injuste avec la communication de crise, c'est qu'encore une fois, on la voit pas quand elle est bien faite. C'est-à-dire que on voit pas tout ce qui a été corrigé. En fait, quand un créateur il fait une vidéo pour se défendre d'une crise, on va voir tous les petits problèmes qu'il y a eu, mais on voit pas en fait tout le travail qu'il y a eu, qui a été bien fait, ou peut-être que à la base il avait prévu de dire un truc et derrière lui il y a un communicant qui a dit non, ça le dit pas parce que sinon il y aura une polémique. Mais cette polémique elle n'existe jamais, donc en fait on sait pas que le travail était bien fait. Donc ça c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est que le travail bien fait il est pas du tout reconnu quoi. Mais c'est vrai que je prends conscience, je me rendais pas compte à quel point quelqu'un comme ce que tu fais dans la vie quotidienne de ces créateurs et de créatrices est nécessaire. Enfin, tu vois, du coup tout me remonte quoi. Tu vois, genre Enjoy Phoenix pendant je sais plus quel festival, je crois que c'est le festival de Cannes, qui fait des interviews pas du tout journalistiques, cinéma, qui sont affreux. Elle s'est pris un shitstorm là-dessus. Enfin, alors que c'est pas sa faute, tu vois. Et puis, moi, on lui demande de faire de l'influence. Elle le fait, tu vois. C'est aussi ce que je dis tout le temps, c'est que on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une crise pour un créateur, il y a eu une erreur. C'est pas le cas. Et le meilleur exemple, c'est Léna Situation. Léna Situation, elle a pris une shitstorm parce qu'elle a posté sa nouvelle coupe de cheveux. Oui, ça c'est. Mais tu vois, mais c'est une crise. Et c'est comment tu réagis à cette crise. Et pour le coup, Léna, elle a fait aucune erreur, tu vois. Elle a vu à part celle d'être une femme, pour plein de gens, là, et d'avoir changé de style. Exactement. Mais tu vois, mais donc en fait, à partir de ce moment-là, et c'est aussi ça qu'il faut. Et c'est aussi ça, c'est un préjugé de la part des créateurs. Ils se disent, non mais moi, c'est bon, je maîtrise. Ouais, c'est ça. Mais en fait, même si tu maîtrises tout de A à Z. Il y a un truc qui peut te tomber à tout moment parce que t'en sais rien, parce que ça se trouve sur le tournage, il y a un truc, un mec qui va faire un TikTok ou quoi. Et donc je pense que la première étape pour les créateurs, c'est sortir ce préjugé de ok, si je fais pas d'erreur, il y aura pas de crise. Non, parfois il y a des crises même quand il y a pas d'erreur, et il faut être capable d'y répondre. Et effectivement, c'est très dur. Et du coup, il faudrait même faire visionner ces vidéos en amont, quoi, tu vois, genre. Moi, c'est ce que j'ai fait avec certains créateurs effectivement sur des vidéos sensibles. Il y a réécriture du script et machin truc. Même pas forcément sensible, tu vois, genre je pense à Squeezie, le tribunal, quand tu vois, tu l'aurais regardé, t'aurais peut-être dit attention, là, il y a un sujet compliqué, quoi. Ouais, il y a un sujet compliqué, mais par exemple le tribunal, pareil, c'est un des exemples que je cite. Audrey. Difficile pour Squeezie de se dire quand il sort sa vidéo que Audrey elle va se prendre une shitstorm, tu vois. Et on en avait discuté à Frames avec mais typiquement elle nous disait moi j'aurais pu le voir, tu vois, parce que c'est une femme, parce qu'elle avait un regard de femme féministe, créatrice, donc elle disait je le savais, tu vois, c'était obligé que la meuf se fasse tomber dessus, quoi. Donc en effet après c'est selon la vision des uns et des autres avec notre passé, notre expérience, qui on est, etc. Mais comme ça se fait, alors peut-être plus aux États-Unis qu'en France, mais même des fois quand tu sors un livre ou un article, dès que tu vas toucher certains sujets, c'est relu par le juridique, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Je n'imagine pas même les grosses agences dire attends, tu vas faire telle blague dans ta vidéo, ou tu vas dire tel propos, est-ce que faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas diffamation, machin et tout. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais pour moi, c'est évident que ça a amené à ça, parce qu'encore une fois, en plus, c'est des youtubeurs qui ont une force de frappe énorme. C'est-à-dire que Squeezie, et surtout derrière, c'est les conséquences que ça a. Moi, j'accompagne des très très gros créateurs où derrière, effectivement, il y a des articles de presse qui peuvent tomber et ça peut faire un débat sur TPMP le soir même si jamais t'as dit une connerie dans ta vidéo. Donc là, en fait, effectivement, il faut... et les youtubeurs, pour le coup, sont encore sous-staffés à ce niveau-là. Sur le reste, ils sont très bons, mais parce qu'en fait, et c'est aussi le problème, c'est que ça rapporte pas d'argent. Ça en rapporte sur le long terme, évidemment, on l'a dit sur les deals et tout, mais la réalité, c'est que les créateurs, quand ils font de la com de crise, ils voient juste, entre guillemets, ce qu'ils perdent, mais ils voient pas ce qu'ils gagnent derrière sur le long terme de la réputation, quoi. C'est un peu comme si tu étais un assureur, mais que tout le monde n'avait pas une assurance. Et tu dis, mais l'assurance, j'en ai pas besoin. Et un jour, tu as une merde, et le lendemain, tu fais, allô, je vais souscrire une assurance, quoi. C'est un peu... Ouais, mais c'est vrai aussi avec un agent. Un agent te prend de l'argent, même. Tu vois, mais il va avoir ce truc de dire, je vais te ramener des deals. Je vais te ramener des marques. Moi, souvent, en tout cas, les agents que je connais, ils se présentent souvent en disant je vais aller chercher des. Même si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. Et comme tu dis, mais ceci, même si tu as un bon agent ou une bonne agent, c'est pas ton métier non plus. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, comme t'es pas cadreur, t'es pas réalisateur, t'es pas monteur, t'es pas prod exé ou je sais pas, régisseur, j'en sais rien.
comme tu dis, tu peux avoir peut-être un peu plus de réflexe, disant attends, avant d'envoyer ton truc, on va se poser, on va le relire, on va le faire relire, on va vérifier les mots, t'as employé tel ou tel mot. Voilà, il y a un moment, tu auras besoin de quelqu'un de plus expert. Ouais, bah c'est sûr. Et puis même pour les créateurs, parce que comme on l'a dit, ils touchent des millions de personnes. Et donc, en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que des gens touchent des millions de personnes et écrivent eux-mêmes le script le soir et le lisent comme ça à haute voix sans que ça soit relu par personne. La télévision, tout est relu 8 fois. Les discours des politiques, les communiqués de presse des entreprises, pour en avoir écrit... Je sais à quel point, mais c'est la virgule. T'en as vu des V27 avec le service juridique qui te dit là, il faudrait changer le mot parce que. Ouais, ça peut être ambigu, on peut nous. Exactement. Et quand tu vois des youtubeurs qui arrivent, qui allument leur cam et qui disent alors. En live. Ouais, c'est ça, le tribunal des vanilles, le cyberharcèlement, qu'est-ce qu'on en pense et tout. T'es là en mode. C'est chaud, c'est chaud. Et encore plus, comme on l'a dit, dans un YouTube qui se structure à mort, moi honnêtement, hein, et je suis très content parce que du coup j'ai un peu pareil, le fait d'être le premier entre guillemets sur le marché, ça m'aide, mais je trouve ça hallucinant d'être le premier sur le marché. Tu t'affrontais à la base, je partais surtout sur de la formation, et effectivement la plupart des créateurs ils m'ont dit non mais j'ai pas besoin de formation quoi. Oui. Et pour le coup j'ai eu des créateurs qui m'ont rappelé quelques semaines après, parce qu'ils ont eu une crise justement comme je disais à 23h en disant bon Adam, en fait, c'est toi qui connais un peu la communication de crise, j'ai un petit problème. Matin, maintenant, t'as 2-3 heures devant toi là parce que... Et c'est ça aussi qui est très difficile avec la communication de crise, c'est que ça tombe n'importe quand. Là j'ai dû gérer une crise un 25 décembre en plein repas de famille sur mon téléphone à dire hop, envoie ça, machin truc, parce qu'une semaine avant il y avait eu une autre crise pour le coup on avait géré et j'avais dit on va peut-être attendre de voir ou pas si ça prend, ça a pris super vite et finalement en fait on a répondu un peu trop tard, tu vois, donc parfois ça se joue à 1-2 heures si tu réponds ou pas. Par exemple Michou il a mis beaucoup trop de temps à répondre. Donc ouais, mais c'est aussi beaucoup de pression. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de pression, encore plus quand on travaille avec des créateurs où il y a beaucoup d'engagement, où ça réagit beaucoup. C'est quoi, pareil, on va pas faire une formation de quelques heures, mais là où les plus grosses erreurs que tu vois souvent dans une communication, une réaction à une crise? On parlait du fait de réagir peut-être trop vite. Ouais, c'est ça, trop vite, ou même juste ne pas réagir, ou alors réagir effectivement trop dans l'émotion. Moi, je prends l'exemple de Océane. Je l'avais donné, je crois, quand c'était vu, de Coca-Cola. Du coup, elle avait fait un partenariat avec Coca-Cola. Il y avait un mec qui avait fait un TikTok pour dire t'abuses de faire un partenariat avec Coca-Cola. Et elle avait fait un TikTok pour lui répondre de manière très agressive, en l'attaquant personnellement, lui, le mec qui est visiblement, je sais même pas s'il est TikToker, quoi. Bah ça, c'est encore pire, parce que là, pour le coup, effectivement, personne t'écoute, et du coup, elle a dû refaire une réponse. Et ça aussi, c'est un autre conseil, si je dois du coup donner un conseil sur les réponses, c'est ne pas en faire 15, quoi. Il y a un moment, tu as dit ce que tu avais à dire, c'est passé, c'est pas passé, c'est tant pis, et aussi accepter les pertes. C'est-à-dire que on peut pas convaitre tout le monde. Et ça, c'est super difficile, encore plus pour des créateurs qui sont persuadés d'être dans le vrai, et d'être en mode, non mais en fait, j'ai raison. Et je suis là, mais oui, peut-être, mais ce que les gens perçoivent, c'est autre chose en fait, et qui me disent oui mais moi je suis comme ça, et je suis en mode oui mais les gens te perçoivent pas comme t'es, ils te perçoivent comme l'image publique que tu as, et ça c'est difficile parce qu'on a toujours appris aux créateurs à être eux-mêmes, or ils le sont jamais vraiment, c'est une image publique, et du coup dans ces moments de crise il y a cette dissociation, et moi je dois être capable de leur dire il y a une dissociation entre toi tu es persuadé d'être comme ça, le public te perçoit comme ça, il ne suffit pas juste de dire non mais je suis comme ça pour que les gens te croient. Et ça c'est très difficile, et ça c'est un truc à accepter dans la communication de crise, c'est de se rendre compte de ça et de se rendre compte que en fait on peut avancer tous les bons arguments du monde, il y aura toujours des gens pour dire ouais non ok ça va, le mec il nous baratine. Et ce qui peut être encore en plus dur quand tu peux avoir des fois un personnage, chacun je veux dire met le curseur sur personnage ou autre, mais c'est sûr que certaines tu les imagines mal réagir avec leur petit costume, leur petit, tu vois, leur personnalité un peu, d'où aussi tu peux avoir ça me fait penser à putain, je confonds toujours Logan Paul et Jake Paul, j'y arriverai jamais. Les gars, Logan, c'est celui qui a filmé un cadavre, voilà, et Jake, c'est celui qui s'est battu avec. Logan, que tu es habitué à voir en mode assassin, et puis d'un coup, il est au calme, au machin, et puis il parle un peu plus normalement. Tu vois, mais c'est ça, limite, c'est ça ta vraie voix, en fait. T'es pas juste obligé de surjouer, etc. Et en fait, la crise, le problème, c'est qu'elle, justement, elle joue sur le sentiment parasocial, et elle vient le briser, en fait. Elle vient briser le sentiment parasocial parce que d'un seul coup, les gens se rendent compte. Le meilleur exemple, c'est Michou. Michou qui fait une vidéo pour dire j'ai préparé un jeu de société, ça fait des mois que je suis dessus, que je bosse à fond. Et 2 mois après, qui dit en fait, non, j'avais pas vu ça, les équipes ont mal géré là-dessus. Bah là, d'un seul coup, les gens ils disent mais attends, mais ce que tu nous as dit en vidéo il y a 2 mois, du coup, c'était pas vrai ? C'est ça. Du coup, ça veut dire que c'est pas vraiment toi. Ça veut dire que quand t'as joué au jeu, t'étais pas sincère quand tu disais je le connais par cœur. Enfin, tu vois, et du coup, d'un seul coup, il y a un truc qui se brise. Et c'est ça qui est très
enfin qui est très à la fois frustrant et même qui fait très peur aux créateurs, c'est que d'un seul coup la relation avec l'audience elle se brise, et là tu es en mode ok, comment tu la reconstruis et comment tu dis aux gens non mais en fait je suis sincère. Et jouer la sincérité c'est très difficile, encore plus quand tu es en pleine crise, parce que quand tu es en pleine crise personne pense que tu es sincère, quoi, parce que tout le monde sait que tu es en train de répondre à une crise. Donc en fait, et c'est là où je dis toujours, une crise bien gérée, c'est une crise gérée en amont. Et c'est une crise anticipée en fait, qui est en amont. Ok, Michou, bon, encore plus lui, il aurait dû se dire ok, le jeu de société, est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu bizarres, ok, la question, ou même dès le premier tweet d'une personne qui dit oula, il y a des questions bizarres, t'envoies direct un message privé à la personne en lui disant hello, mince, effectivement il y a dû avoir une erreur sur la classification, on essaye de régler ça, tu peux renvoyer direct le jeu, il n'y a pas de souci. Et hop, avant que BFM ou l'AFP, parce qu'il y a quand même eu une dépêche AFP, une dépêche AFP pour dire tu fais toi-même un communiqué en mode on vient de se rendre compte de nous-mêmes entre guillemets là-dessus, c'est une erreur de fabrication, je sais pas quoi. Encore te rattraper en disant voilà, c'est pas la bonne version qui est partie à l'impression. Mais sauf qu'une fois qu'il y en a, il y a 15 personnes, quand il y en a 15 000 qui ont déjà été distribués, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Et ensuite, et surtout, tu peux pas faire croire que tu es sincère parce que tout le monde sait que tu fais que répondre à ça. Alors que si les gens, encore une fois, on en revient au truc de tout à l'heure, si les gens en entendent d'abord parler par toi, ils vont plus considérer que c'est sincère parce qu'ils vont se dire ok, s'il en parle de lui-même, c'est que oui, c'est-à-dire qu'il a même pu prendre le truc en disant voilà, le jeu, on a bossé dessus il y a 1 an et demi. À l'époque, je trouvais que c'était cool et tout. Depuis, j'ai rencontré des personnes, j'ai eu des témoignages. Et bah, tu vois, tu peux. Et surtout, il y a 1 an et demi, on avait mis cette classification. Et entre-temps, on a rajouté des questions. Et en fait, c'était pas, ça rentrait pas dans cette classification, mais on s'en est pas rendu compte. Mais bon, c'est encore une fois, c'est difficile. Et surtout, comme j'ai dit, ça va très vite. Ça veut dire écrire très vite le communiqué, mais pas non plus dire n'importe quoi. Donc non, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Et je peux le dire parce que du coup, ça fait 2 mois que je le fais. Et c'est même moi, je prends une petite claque à chaque fois de ah, tu croyais que ça allait être simple, hein? Bah non, mon gars. En fait, gérer une crise, c'est difficile parce que vu d'extérieur, encore une fois, et c'est pour ça, et c'est ce que je dis toujours, et même sur Michou, tu vois, c'est facile de dire après coup, ah mais en fait, évidemment, il aurait dû faire ça. Bah ouais, mais crois-moi, quand t'es dessus, que t'as 50 tweets à la minute, que t'as aussi, on s'en rend pas compte, mais en interne peut-être des pressions de l'éditeur qui dit non, j'ai pas envie que tu dises ça, de machin truc. Bah en fait, c'est facile de compter les points à la fin, quoi. Bien sûr, classique, quoi. Donc t'as senti ton espérance de vie baisser en temps réel. T'as commencé à te dire, t'as commencé à prendre des cheveux blancs, c'est ça aussi, toute la difficulté, c'est de réussir à prendre du recul par rapport à ça, même pour moi, et c'est là où je suis content de le faire pour d'autres créateurs et de le faire en freelance, c'est-à-dire que je suis pas aussi impliqué que, et c'est aussi le but, encore une fois, c'est que moi, si jamais la crise est mal gérée, c'est quand même, encore une fois, c'est mon taf, je suis dégoûté, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et ça m'empêche pas de dormir la nuit. Et il faut pas que ça m'empêche de dormir la nuit. Après, effectivement, il y a des moments plus stressants que d'autres. Ça me fait aussi penser à ces trucs, des fois, le classique des avocats. Et ça arrive, je pense, beaucoup plus souvent qu'on le croit. T'as un avocat, une avocate, c'est bien, t'as bien briefé le truc. Et puis, peut-être qu'on voit des limites dans les films. D'un coup, il y a une preuve ou un truc qui sort. Et tu regardes ton client en mode genre... Ah non, t'avais oublié de me dire que fait, ah ouais, non mais ça, mais oui, une fois on avait fait une blague avec un pote. Ça tout le temps. Voilà. Comme je t'ai dit, la com de crise, c'est que ça, c'est que ok, on est sûr d'avoir tout balisé, on a une stratégie, hein, et c'est ça aussi qui est fou, c'est que là, moi, je mets en place des stratégies pour des créateurs. Mais je sais qu'il y a un truc qui tombe. En fait, la stratégie, on la met de côté et on répond d'abord à ça. Et ok, on modifie la stratégie par rapport à ça. Et c'est vraiment du temps réel. Et surtout, c'est beaucoup de l'expérience, un métier d'expérience. Et ça, c'est compliqué parce qu'en plus, même moi, je suis jeune, même si j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Et du coup, j'apprends et je continue à apprendre à chaque crise. Ce genre de métier, tu peux le faire pendant 20 ans et tu auras toujours des trucs nouveaux, uniques ou différents parce que ceci, parce que Et de plus en plus, parce que malgré tout, même si très souvent c'est des bulles sur Twitter, il y a quand même de plus en plus de crises, il y a encore de plus en plus de polémiques, notamment autour des créateurs de contenu, et même au-delà des crises et des polémiques, des sujets sensibles, tu vois. Moi, l'exemple que je donne aussi en bonne pratique, le communiqué de Squeezie pour dire de ne pas voter pour l'extrême droite, il est nickel. Mais c'est-à-dire que d'un point de vue communicationnel, il est nickel. Et là, pour le coup, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ne l'a pas écrit tout seul. Je peux y mettre ma main à couper. Mais parce que tu vois que la virgule, elle est au bon endroit, l'argument, il est au bon endroit, ça dure la bonne longueur, c'est la bonne forme, c'est exactement ce qu'il fallait, tu vois. Et c'est nickel. Et il y a pas de secret, ça a été, entre guillemets, plutôt bien reçu, vu à quel point c'était chaud. Mais en même temps, lui, et c'est là où il a été très bon, c'est qu'il s'est dit ok, il faut que je me positionne sur ce sujet, mais là je peux pas juste y aller en mode je fais une petite story depuis mon jacuzzi en disant oh les gars attention pas l'extrême droite et je vais m'entourer de professionnels et je vais faire un truc carré, et il a bien fait, et la preuve c'est que ça a payé. C'est question rafale, on appelle ça, donc c'est un petit truc où je réponds vite, quoi. Pas forcément vite, mais c'est on va t'enchaîner de questions, quoi. C'est la première chose qui te vient potentiellement ou autre, c'est cool, quoi. Du coup, qui est ton créateur ou ta créatrice préférée?
C'est faux. Vraiment, si on commence à chaque fois par ça. Ouais, mais ça met dans le bain, ça met dans le bain. Franchement, je vais faire une réponse naze entre guillemets de hipster. C'est un mec qui s'appelle Poseidon Entertainment, qui est un youtubeur américain qui parle de parcs d'attractions. Et j'adore, c'est juste genre des vidéos essais sur les parcs d'attractions. Trop bien. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte pas trop connu, coup de cœur, à nous faire découvrir ? Pas trop connu, coup de cœur, non pas trop, mais de manière générale, c'est ce que j'ai envie de dire et c'est ce que j'essaye de pousser comme message, c'est tous en fait quasiment. Tous les comptes, là moi j'ai un podcast avec mon frère où on fait beaucoup moins de vues, genre on fait entre une centaine de vues et 1000 vues par vidéo, et en fait je me rends encore plus compte, ça me ramène à mes années d'il y a 7 ans, où chaque commentaire est important, chaque abonnement est important, chaque like est important, et donc j'ai envie de dire que chacun d'entre vous, si vous avez une chaîne où vous êtes abonné qui a genre moins de 5000 abonnés, commentez 10 fois plus que les autres, que pour les autres youtubeurs, parce que ça va compter 10 fois plus pour eux. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves ? YouTube du coup ? Ouais. Franchement, crise mondiale, une crise sur ma chaîne, une polémique énorme que je dois gérer moi-même. Le Covid, c'était lui. Quoi Viens, on fait une parodie d'une vidéo d'excuses. Bonjour tout le monde. Alors, oui, le Covid, c'était moi. Vous savez, à l'époque, on rigolait, on s'éternuait dessus avec Adam. C'était pour rire, vraiment. Enfin, je veux dire, Putain, ils auraient dû faire ça à Wuhan. Grave. Non, en fait, je viens de le sortir. Franchement, c'est la trilogie documentaire sur l'histoire des youtubeurs. Honnêtement, et c'est ce que j'ai dit là, pareil dans une FAQ, c'est que derrière j'ai essayé de me dire ok, est-ce que je vais, et en fait il y a rien pour l'instant qui me dit où je me dis waouh, ok vas-y, ça va me prendre autant de temps, autant m'investir et tout, donc c'est vraiment celui-là pour l'instant. Donc, du coup on remet tout ça en description, très comme on aime. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créateur, notamment au YouTube Space? Non, c'est pas directement lié au YouTube Space, mais c'est le jour où j'ai été partagé par Doc7 dans Salut Internet. Et c'est le jour où je suis devenu visible sur le YouTube, parce qu'effectivement, à l'époque, quand on faisait 800 vues ou 500 vues, on faisait 500 vues, quoi. C'est-à-dire que j'apparaissais sur l'onglet accueil de personnes, et je suis passé dans une de ces vidéos, et je suis passé de genre 1000 à 10 000 abonnés, et ça a changé ma carrière, quoi. C'est quoi ton pire souvenir ou pire projet? Non, en vrai, j'en ai pas un spécifique, c'était juste très dur. En fait, pendant au moins 2-3 ans, justement, avant d'être partagé, je me suis pas mal dit, comme tous les petits créateurs, est-ce que je vais arrêter, est-ce que machin truc. À chaque fois, la passion reprenait le dessus, c'est-à-dire que même si je pouvais me dire j'arrête un jour, le lendemain, j'avais une nouvelle idée de vidéo. Mais toute cette période-là, c'était très difficile, parce que ça faisait quand même déjà 3-4 ans que je faisais des vidéos, et ça marchait toujours pas. Il y avait un truc de... ça fait 3-4 ans, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que je fais pas bien? Pourtant, j'étudiais les trucs et tout, et je comprenais pas, quoi. Et donc, je trouvais ça franchement injuste. Alors qu'avec le recul, ça n'était pas tant que ça, quoi. Mais donc cette période, c'était la plus difficile. Si tu devrais choisir un réalisateur ou une réalisatrice pour faire une vidéo courte d'1 minute avec toi, un TikTok qui devrait faire un TikTok pour toi. Ah, et genre, il le réalise? Ouais. Waouh, un réalisatrice actuelle? Comme tu veux. Parce que je vais en profiter pour faire mon énorme hipster. Mon réalisateur préféré, c'est Orson Welles. Et vu comment il a réussi à faire des trucs de fou avec des caméras qui faisaient cette taille, où il pouvait pas les bouger et tout, je me dis qu'avec TikTok, il révolutionnerait le monde. À la fin, ça fait une boucle, c'est genre tu dis Rosebud et ça boucle. Ouais, c'est ça. Genre, wow. Moi, j'ai dit Hitchcock, tu vois. Donc, ça va, pas mal. Ça serait drôle. Il aurait fait des boucles, Orson Welles. Oui, c'est sûr. TikTok, il aurait fait des boucles. Et en fait, le début, c'était aussi le milieu. Évidemment. C'est quoi ta collab de rêve? Avec un créateur, du coup, puisque tu ne collabes pas avec une marque. On laisse le choix vraiment marque ou créateur. Non, sinon, moi je peux dire plutôt avec une marque. Marque, si tu veux, moi, avec une marque, moi j'adorerais, et c'est un truc que je voulais faire, que ça soit pour justement une plateforme de streaming ou même un MyCanal et tout, faire une espèce d'émission analyse. Pour moi, je comprends d'ailleurs même pas, au-delà de moi, pourquoi ça n'existe pas. Analyse de quoi? En gros, genre, par exemple, série. Gros, ma vidéo sur Squid Game saison 2, moi, à la fin de mon visionnage de Squid Game, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas limite proposé, ok, on a un créateur, même un américain, tu vois, qui vous propose de poursuivre entre guillemets l'expérience et d'analyser la série que vous venez de regarder. C'est quoi ton objectif pour ta chaîne cette année? Là, vu que je vais être un peu absent, déjà qu'elle se maintienne comme ça et que de continuer à faire d'avoir autant de visibilité. Là, j'ai déjà préparé pas mal de vidéos, donc ça va. En gros,
moi je suis bien là. Statu quo sur cette Ouais, année. statu quo, ça serait déjà bien. Merci Bah, Adrien. merci Cet beaucoup. échange hyper intéressant. Donc bien sûr, on mettra, tu as un site ou quelque chose qu'on va mettre en description. Enfin, si les gens te cherchent, ils te trouveront. Oui. Pour le site de ta chaîne, bien sûr, on le met, mais le gestion de crise, tu as un site Non, j'ai un non. mail, Un mail. bensoussan.adam@gmail.com. C'est le mail qui est sur ma chaîne YouTube. Ça roule. Je réponds normalement. Trop bien. Donc si vous avez des problèmes de crise, N'hésitez pas à Vous m'envoyer avez un des mail. problèmes de foncez. crise. Je dirais la mauvaise pub. Vous avez des problèmes Problème de de crise crise. difficiles à gérer. J'ai Oui. hésité à faire une fausse pub en mode Better Call Ah Saul, non, quoi. C'est ce que j'allais dire. J'avais Grave. trop ça en tête. Better Call Adam, quoi. c'est drôle. Vous avez déclenché une pandémie mondiale et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous justifier. Trop bien. Bah, merci à toi. Ouais, Bah, merci merci beaucoup, beaucoup à très vous. intéressant. Et puis hâte de découvrir les nouveaux projets à venir sur la chaîne et dans la vie, tout ça, quoi. Bah, j'espère que ça sera à la hauteur et hâte d'écouter les prochains épisodes du podcast. Et d'ici là, n'oublie pas de créer. Publie. Recommence.